Chers visiteurs, fans et cast members, il y a de cela 25 ans, à Disneyland Paris, une attraction iconique surgissait au beau milieu de Discoveryland. À la fois source de frissons et d'émerveillement pour nos visiteurs, elle abrite depuis toutes ces années l'une des réalisations les plus spectaculaires des parcs Disney. Space Mountain concentre tout ce qu'on peut rêver pour une attraction. Une histoire immersive, une thématisation aboutie, une aventure riche en sensations et la capacité de se renouveler sans cesse au fil de ses différentes versions. De la Terre à la Lune, Mission 2 et plus récemment Star Wars Hyperspace Mountain. Je suis impatiente, comme vous, d'en apprendre davantage de nos Imagineers du monde entier qui ont créé et réinventé Space Mountain au fil du temps. La conférence qui va suivre témoigne de la diversité de leurs talents et sera non seulement une collection de souvenirs, mais aussi un véritable carnet de voyage au cœur du savoir-faire inhérent à nos parcs Disney. Je souhaite encore une fois un très bon anniversaire à cette attraction qui a marqué toute une génération. Bon visionnage! The takeoff acceleration will be gravity times 2.9. 24 brave men and women carry with them a dream. You have a dream of a new spaceship. Ces gens vont être projetés by what can only be described as the enormous cannon. Hey, Greenville, tot mij fazendo da voo. We're going for launch. Check, data check. G538, logged on. Good. One, lift off. Space Mountain, the greatest adventure in the universe. Only at Disneyland Paris. Hello everyone, and welcome to this very special conference. Today, Space Mountain is celebrating its 25th anniversary. What a blast! What a journey! I can't believe it's been a quarter century now that it has transported millions of explorers from the Earth to the Moon, then to the very edge of the universe, and then to a galaxy far, far away. For the occasion, we're glad to welcome 4 Imagineers who were involved in the creation and evolution of the attraction, and to speak with them about their dreams, their challenges, and their memories of their experience bringing the incredible attraction to life. Thank you all for being here today. We really appreciate your participation. So for our audience to know who is present today, I think we should start with some quick introduction. Et d'ailleurs, sentez-vous libre de répondre en français comme vous le faites au quotidien avec les équipes basées à Disneyland Paris. Let's start with Tom. I'm Tom Fitzgerald, Portfolio Creative Executive for Disneyland Paris, and I have worked with many of the people you're going to see on screen on different iterations of Space Mountain for Disneyland Paris. Bonjour à tous, mon nom c'est Luc Méran et puis je suis un directeur exécutif de la création chez Walt Disney Imagineering. Mon rôle sur Mission 2, en fait sur Space Mountain Paris Mission 2, c'était de directeur de la création et puis en même temps que je faisais ce projet-là, je faisais aussi la reconstruction totale de Space Mountain pour Anaheim, donc ça a été très intéressant de faire les 2 projets en même temps. Hi, I'm Anne Morrow Johnson. I'm an executive creative director and producer in the Star Wars portfolio for Walt Disney Imagineering. And I helped with the Hyperspace Mountain overlay to Space Mountain. Bonjour, je m'appelle Yves Begnetta, je travaille Imagineering depuis une trentaine d'années. À l'époque de la construction de Space Mountain, j'étais éclairagiste sur ce projet. Thank you so much. Before we dive into more specific questions about Space Mountain, I would like to ask a kind of personal question to all of you. So, was space part of your childhood dream? And if so, how did you translate that passion in your experience as an Imagineer? Well, I grew up in the 1960s, and that was a decade of a lot of action in space. In 1968, I saw a film called 2001 that blew my mind, that really projected what living and working in space could be like. And then, of course, the following year, 1969, we landed on the moon, which was an incredible, life-changing event.
That same year, I got to travel to California. I grew up in New York, and I experienced the Flight to the Moon attraction at Disneyland and Tomorrowland. Years later, I worked on the Horizons Pavilion for Epcot, where we actually showed life in space. And I've worked on Star Tours. I've worked on Mission Space with Luc Mayrand here. Currently working on Space 220, which is a restaurant for Epcot where you travel up into space. So I've had a lot of my career focused around space. And I think that, I think landing on the moon was such a pivotal time in history. It really proved that if you could dream it, you can do it, which of course is at the core of everything we do at Imagineering and for our guests. Thank you so much. Luc? Pour moi, c'est très semblable. En fait, j'ai grandi peut-être une décennie après Tom sur le tard du programme Apollo. Et puis, quand j'ai vu Apollo et Soyuz, c'était en même temps de réconcilier les nations en plus. Donc, je trouvais ça très, très beau. Je suis presque devenu ingénieur en aéronautique. C'était presque un tournant pour moi, mais finalement, je suis allé en design industriel. J'ai continué ma passion autour de l'espace en faisant plein de projets. Travaillé sur plusieurs programmes de télévision, des séries et puis des films de science-fiction un peu partout. Bien entendu, avec Tom, on a fait Mission Space en Floride à Epcot. Puis j'ai fait plusieurs autres attractions comme Star Trek The Experience à Las Vegas, etc. Ça m'est toujours resté très, très profondément pour moi. Et puis le plus intéressant, c'est quand j'étais jeune, moi je suis allé en Floride voir Space Mountain avec mes parents. Puis le même voyage qu'on a vu Space Mountain qui venait d'ouvrir, on est allé à Cape Canaveral. Donc on a vu les vraies fusées et puis les fusées imaginaires. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que dans l'histoire de la Terre à la Lune de Jules Verne, l'endroit d'où les fusées étaient lancées, c'était la Floride. Donc le Columbiad et puis le Baltimore Gun Club sont installés en Floride. Donc tout ça, c'est comme un genre de mystère qui tourne autour de la Floride pour moi. Merci beaucoup, Luc. Anne Morrow? So I grew up in the middle of nowhere in Texas where the land is very flat and the sky is very big. And so every night I remember going outside and just kind of drinking in the stars and feeling like it was just massive and over you, right? And so the sky has always been a huge part of my imagination and thinking about kind of flying through the stars. So I think being part of the Star Wars portfolio here at Imagineering has been amazing, right? Thinking about what is it like to travel through a galaxy, whether it's the one closer to home or a galaxy far, far away, and kind of that experience of rushing through the empty vastness of space has always, absolutely sparked my imagination. Right, like a dream come true. Yves? Donc moi, je vais être honnête, l'espace, c'était pas mon enfance. En revanche, l'univers de Jules Verne, ça a été mon enfance. Et j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait une édition originale de 20 milieux sous les mers, avec les illustrations de Neuville à l'intérieur. Et je me revois encore avec ce livre, je revois la couverture, malheureusement il n'est plus dans la famille, ce livre avec la couverture en cuir rouge, et les pages étaient moisies à l'intérieur, il y avait cette odeur de papier humide. Et je revois les dessins du calamar géant qui attaquait le Nautilus, tout ça, et ça m'a ouvert l'esprit sur cet univers absolument fantastique parce qu'on y croyait tellement en lisant. Et encore une fois, c'est une époque, j'ai un âge qui fait que pas beaucoup de vidéos, on était davantage dans les illustrations, la télé c'était présent mais pas comme aujourd'hui, donc on rêvait davantage dans ce genre de livres. Et moi je sais que ça m'a ouvert l'esprit complètement vers ce monde magnifique et imaginaire et sur cet esprit de vision. Parce qu'il imaginait le Nautilus que Jules Verne a imaginé, et imaginait que les lancements de la Terre à la Lune se feraient en Floride. Non seulement c'est un imaginaire, mais c'est même une vérité scientifique, puisque la Floride est située à un bon endroit pour envoyer des vaisseaux vers l'espace, parce qu'on peut pas l'envoyer n'importe où sur la planète, à cause de la force d'attraction de la Terre. Donc moi je trouvais que c'était fantastique que les deux univers, à la fois imaginaires et scientifiques, se rejoignent. What personal memories do you keep from your experiences on Space Mountain? This question is for all of you. Well, of course, Space Mountain at Walt Disney World, that's where I saw it first. And I remember in those days when my family would go to Walt Disney World, we would all split up because we were sort of teenagers and, we had different age groups. And of course, we wanted to go to the
the newest thrill ride. We wanted to go to Space Mountain. And I remember later in the day when we all came back together, talking about our day, we were very proudly talked to our parents about Space Mountain and how brave we were to ride that. And my mother said, "Oh, I went on that." And we were so shocked that my mom had gone on that ship. I grew up in Chicago. My brothers and I went on all the roller coasters. So I love the fact that, you know, that Space Mountain appealed to everyone, and that my parents loved it just as much as we did, which of course is what we love to do for our parks, is create experiences that appeal to the entire family. But I had never knew until that moment that my mom was a thrill seeker. That's amazing. Thank you. Luc? Ah, ben, en fait, pour moi, ce que je me souviens de plus, c'était comme un rêve de travailler sur ces attractions-là en même temps, de faire Space Mountain pour Paris, qui est bien entendu un trait d'union très important pour moi, culturel, parce que je suis Canadien-Français. Et puis, de faire de Space Mountain pour Disneyland en même temps, parce que, en partie, j'avais été très influencé par le premier Space Mountain en Floride, mais en particulier parce que pour moi, pour Disney, les Space Mountain, c'est un peu les joyaux de la couronne. En fait, ce sont des attractions très précieuses qui sont au centre de l'amour des fans pour chaque parc. Et puis, quand on m'a donné l'opportunité de travailler dessus, je me sentais vraiment chanceux. C'était vraiment comme un rêve. Et puis, j'ai adoré aussi pouvoir travailler en français. C'était une des très rares occasions que j'ai eues de le faire dans l'industrie ici à Los Angeles. Pour avoir l'opportunité de le faire en France et puis de rencontrer, puis de travailler avec des gens français qui étaient fantastiques. Ça a été une expérience très, très satisfaisante émotionnellement pour moi. Ça a vraiment complété tout plein de choses et puis j'en garde une expérience vraiment exceptionnelle jusqu'à date. Merci, Luc. Anne-Maura? So, like Tom, my first Space Mountain experience was at Walt Disney World with my family, and it was absolutely a discussion of were we brave enough to ride it? And it was the climax of the whole vacation when on the last day we went to the Magic Kingdom and did in fact all get on it successfully and get off of it successfully. But I also don't think I'll ever forget the first time I saw Space Mountain in Discoveryland in Paris. Walking into the sort of Jules Verne landscape and then getting into the ride vehicle and going up through the cannon, and it's so much even more of a ride than it is in the United States. And I remember getting off and thinking, oh man, I was so brave to ride it at Walt Disney World. It's a different level of bravery here in Paris. And Eve, for you, I have a question inside the question. As we were preparing this discussion, you reminded us that you were in a very different role during Space Mountain's development. Can you perhaps enlighten our audience and how do you remember that time? Donc, à l'époque, effectivement, j'avais un rôle différent de celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis directeur créatif. À l'époque, j'étais éclairagiste. L'éclairagiste principal de Space Mountain, c'était Joe Falzetta, qui était quelqu'un que j'avais connu pendant la construction de Parc Disneyland, qui s'appelait Euro Disney à l'époque. On avait travaillé ensemble sur Pirates of the Caribbean et Star Tours. Donc, je retrouvais à la fois un collègue et un ami. La chose particulière sur Space Mountain que moi je me souviens, il y a deux choses. Premièrement, je me souviens parfaitement de Discoveryland avant Space Mountain. Parce qu'aujourd'hui, c'est une telle évidence que d'avoir cette attraction au milieu du land que beaucoup de gens ont du mal à imaginer à quoi ressemblait Discoveryland sans Space Mountain. Donc, il n'y avait pas Space Mountain, il n'y avait pas Nautilus, il n'y avait pas la grande étendue d'eau avec le Nautilus posé dedans. Et à cet endroit-là passait un merlon. Il y avait une butte de terre qui coupait, il y avait une berme qui coupait le parc, enfin qui coupait Discoveryland en deux. Et en gros, on passait entre cette butte de terre et Videopolis où c'était assez étroit. Et il y avait pas grand-chose. Donc on allait à Autopia à droite, on descendait en bas vers Star Tours et on avait Videopolis. Et il n'y avait pas cette présence, cette icône majestueuse au milieu du land. Aujourd'hui, c'est le centre du land. Alors qu'il n'y avait pas ça. Ce qui veut dire que même le flux des visiteurs était mauvais dans le land à l'époque. Mais ce qui est le plus amusant, c'est que donc 5 années avant de construire Space Mountain, on savait déjà qu'on allait la voir. Sur tous les plans de Discoveryland, il y avait un cercle et il y avait marqué Discovery Mountain. C'était juste un cercle sur le plan. Et nous, on construisait tout le land, mais on ne construisait pas Space Mountain, puisqu'on allait ouvrir en 92. Mais tout le monde parlait de Discovery Mountain. Du reste, pour les fans, si vous cherchez un petit peu autour de l'attraction, vous allez encore trouver la présence du mot
Discovery Mountain. Il y a des petites, allez, je vous donne un petit indice, c'est vers le pont, et vous trouverez quelque chose par là-bas. Ce que je voulais mentionner, c'est que il y a vraiment une différence fondamentale entre les autres Space Mountain, comme celui de Disneyland et puis de la Floride, et puis celui de Paris. Et puis, la différence fondamentale, c'est un niveau de thrill, mais c'est vraiment conceptuel. Et puis, c'est très important, puis j'ai dû résoudre ça pendant que je travaillais sur les deux, parce que Space Mountain classique, c'est un joyride through space. C'est une ride très amusante et puis c'est simplement pour s'amuser plus qu'autre chose. Donc, la différence entre un joyride through space et puis thrill ride through space. À Space Mountain Paris, c'est un thrill ride. C'est vraiment quelque chose qui excite les sensations, qui est un challenge avec 3 inversions. C'est une ride avec un launch en plus qui est de plus en plus énergétique. C'est complètement différent. Puis faire la différence, c'est très intéressant. C'est pour ça d'ailleurs que pour tous les fans, c'est super plaisant de faire les deux rides si possible. Thank you for sharing all those personal aspects with us. Now, let's talk about the attraction's history. Tom, what attractions are at the origins or influenced Space Mountain at Disneyland Paris? Well, Walt Disney was fascinated by space and space travel. And of course, he did, on television, he did several programs related to space travel. And the first John Hench sketch of Space Mountain I think dates from around 1965. So even before landing on the moon, Walt Disney and the Imagineers of that era were thinking about taking space travel to a new dimension. They had the rocket to the moon attraction, but they envisioned something that was far more thrilling. But like often happens at Imagineering, there are some ideas that we have that are ahead of their time, and that was an idea that the dream was there to do a Space Mountain, launch and be in the darkness of space. The technology was not available at the time because, as you can imagine, you've got all of these vehicles moving around in the dark. That really required a level of sophistication of computer technology that wasn't ready yet. So some ideas have to wait for their time. And eventually, of course, Space Mountain became part of Tomorrowland at Walt Disney World, and then shortly thereafter at Disneyland. And it's such an iconic attraction that it has traveled the world. Just as Florida had to wait for technology. By the time Disneyland Paris was built, technology had moved on, and thrill technology had moved on. And Tim Delaney, who was the creative lead for Discoveryland, and the Imagineers wanted to push the boundaries and not just recreate the Space Mountain we had done before. So the idea of having, a catapult launch coaster with inversions and with corkscrew was really taking the thrill to the next level. And, we like to do that. We don't like to repeat ourselves. We like to go and reimagine as we go forward. So certainly Space Mountain owes a lot to that original John Hench and Walt Disney idea, that beautiful, conical design. But as always, it gets interpreted by generations of Imagineers in different ways, for different audiences, and different times. Thank you, Tom. My next question is for Eve. How did you adapt the original Space Mountain concept to Discoveryland and incorporate French culture, architecture and stories? Donc la base, ce que je disais tout à l'heure, Jules Verne, c'est le plus grand visionnaire français, et la représentation de Jules Verne dans tout le land est une présence culturelle française très très forte. Pour ce qui est de l'éclairage lui-même, si on regarde les détails de l'éclairage, de par les formes, de par la température de couleur, de par les détails qu'on trouve sur les luminaires, c'est rattaché au 19e siècle. Et ce siècle-là est vraiment le siècle qui correspond à cette culture. Si on regarde les détails architecturaux, ce sont des grandes poutrelles métalliques rivetées. On retrouve ça dans la construction européenne, bien sûr, mais on retrouve ça particulièrement dans les constructions françaises, grâce à Gustave Eiffel. Gustave Eiffel était l'un des maîtres de cette ingénierie-là, on la retrouve. Dans l'éclairage, on a quelque chose d'amusant parce qu'on a la majorité de l'éclairage qui est absolument chaud, ambre, et qui rappelle quelque chose qui ne serait pas une lumière incandescente de nos jours, mais quelque chose qui ramène au passé, et à cette époque-là. Mais on a des accents très très froids sur la toiture,
pour justement donner un aspect encore plus cuivré aux panneaux qui sont entre. Et donc, ces éléments-là ont permis de transcrire une partie de l'histoire et de faire comprendre qu'on est situé à une époque différente, dans une architecture et dans des lieux différents de ceux que l'on évoque. Could you tell us a little about maybe things we don't know about how Space Mountain, Discovery Mountain, was supposed to be? Well, ideas at Imagineering evolve over time. And I know many of the fans have seen some of the incredible designs from Tim Delaney and team for how Space Mountain was going to be incorporated into Discoveryland. If you look at the side of the Videopolis restaurant, you can see two round tubes. And in fact, in one earlier design, those tubes are going to go across and be connected to Space Mountain, so that guests could travel back and forth between the two. And in fact, there are even bigger earlier ideas where the whole complex of Space Mountain, including the Nautilus and including a restaurant, that a lot of Discoveryland was going to be enclosed, was going to be under a roof, a canopy, as one gigantic area. But, as ideas evolve, things change for lots of different reasons. But the core of I think what remained is what's so fantastic, which is, Disneyland Paris has one of the most incredible, I think, space mountains in the world, in the universe, I would say. And it's been a beloved attraction since the day it opened. And I know that our fans have enjoyed seeing the iterations of storytelling that have changed over the years. But like all of our attractions, if you're a fan and you go dive deep into any attraction in our park, you'll see lots of ideas, as something evolves. We spend a lot of time and a lot of years designing our attractions. They get refined, they get changed over time, they get added to. That's part of the Imagineering process. It's the first idea is generally never the idea that you see in the park. Ideas are changeable, malleable, not just before we open, but obviously as you've seen over time. Imagineering has a strong filmmaking heritage, as the first Imagineers themselves were filmmakers and used filmmaking techniques in the conception of attractions. Could you tell me about the creative process in that regard? So let's start with Tom, and then I would like to have Luke and Anne Morrow's perspective on that question. Well, the original Imagineers came from the Walt Disney Studio, from the animation studio, as well as from live action studios in Hollywood. And so the original designers, in thinking of attractions for the park and thinking of design of the park, thought of it very much in cinematic terms. Scene 1, Scene 2, Scene 3. And from a storytelling perspective, storytelling is the heart of what we do. And they took everything that they knew from making short films and feature films, live action and animation, and brought that to bear in this new three-dimensional format. We still, to this day, continue to use that legacy of thinking of storytelling in cinematic terms, a long shot, a medium shot, a close-up. And I think that's what makes Imagineering a unique organization and how we approach projects. We approach from storytelling. We approach from immersing you in a cinematic experience where you are an actor taking part in a storyline rather than being passive. You're in the story. So it all comes back to, I think, the roots of our company and Walt Disney and how storytelling is used in a three-dimensional format. Oui, pour suivre sur ce que Tom vient de dire, en fait, mon background est exactement ça, dans la même ligne, dans la foulée des autres Imagineers. J'ai un background très fort en film et en télévision, mais aussi en effets spéciaux numériques. Donc, pour moi, c'était familier d'ajouter cette dimension-là. Et puis, quand on pense au travail d'Imagineering, qui est toujours une combinaison des arts et des technologies, de raconter des histoires, mais avec un très fort background en technologie ou en communication visuelle, c'est ce qu'on a créé. Et puis, donc, d'essayer de trouver une nouvelle histoire pour Space Mountain Mission 2, qui était dans l'axe des histoires de Jules Verne, mais qui serait modernisée en quelque sorte. Donc, quel genre d'aventure on prenait? On prend une aventure qui nous amène aux extrêmes de l'univers, qui nous amène à côté de comètes, d'astéroïdes, et puis finalement près d'une supernova pour revenir par un hypergate. C'était de raconter une nouvelle histoire, mais qui était encore sous
sous l'ombrelle de l'univers de Jules Verne. Donc, c'est un peu un trait d'union entre le passé et le présent. Donc, c'était très intéressant de le faire comme ça. Et puis, techniquement, qui était aussi au fond de l'effort, c'était de passer d'un système d'éclairage intérieur traditionnel pour se mettre dans le monde moderne du multimédia avec plein de projections vidéo et puis des LED et puis beaucoup moins de blacklight. Cette transition-là s'est faite dans cette attraction-là, à ce moment-là, qui a mis bien en foulée aussi pour le futur les transformations telles que Ghost Galaxy pour Hong Kong et puis finalement, éventuellement, Hyper Mountain que MRO a monté. Yeah, I mean, as Luke and Tom have said, I think that progression, like the emotional experience that you have, one scene after another, is that really important filmmaking DNA that we then translate into a physical experience, right? And so, what is that kind of first thing that you see or you feel in Hyperspace Mountain and in Space Mountain? One of the things that was interesting when we were designing Hyperspace Mountain is that you're marrying two ideas. There's a very clear emotional progression that Space Mountain already has, right? There's that first moment of tension and, oh my goodness, I'm going to be shot up. And then you have the exhilaration as, you spin down and over and tumble through the stars. And so that's a very clear way that you feel throughout it and what those scenes are. Similarly, that marries really nicely with the emotional progression of a dogfight in Star Wars, right? There's the, oh no, we're about to get into battle, things are going to get tough. And then there's the kind of wild action of firing and explosions and feeling like you are tumbling through space again. And so finding those places where the emotions come together nicely to find that way to go from scene to scene to scene in a way that it feels like a natural progression to experience it so that you feel like you're in the middle of a movie scene was a really fun thing to think through and then bring to life in Hyperspace Mountain. You all mentioned how technology was such an important part of Space Mountain, so let's just switch into this incredible technology. Tom, what technological progress would you say influenced the creation of the attraction? Well, the first steel tubular roller coaster was the Matterhorn at Disneyland in 1959. And it's incredible to think of the journey of steel coasters from that date onward. And, each attraction that we do is created in a time period and where there are different technologies available to us, different special effects techniques. And we want to take advantage of those as Imagineers in our storytelling. So even though we had done Space Mountain in Florida and Space Mountain in California in one style, the Imagineering team for Disneyland Paris wanted to take advantage of advancements that had taken place in roller coasters from that time and make a much more thrilling, as Luke had said, much more thrilling adventure in space. Combining that with the great Jules Verne story of From the Earth to the Moon with the Baltimore Gun Club and the cannon and Jules, and all of the things that you saw inside the storyline of that book with state-of-the-art technology from coaster design at that time was a wonderful combination and really reinvented Space Mountain for the Disneyland Paris audience. Thank you. In many respects, Space Mountain was a technological first. Eve, could you tell us about some of the firsts, like the catapult or the onboard soundtrack? Donc, c'était la première fois qu'on allait exercer un launch avec une catapulte. Et l'exploit de pouvoir le mettre en place a été obligé d'être inspiré de technologies qui sont utilisées, par exemple, sur les porte-avions. Donc, on a un système de catapulte. Sur les porte-avions, ce sont des chaudières à vapeur qui permettent de tirer le contrepoids, tirer le câble pour propulser les avions dans l'air. Là, pour déplacer nos véhicules, on a des moteurs qui sont électriques, monumentaux. Pour vous donner la taille, les moteurs sont tellement grands qu'ils ont été installés avant de finir le béton autour de l'attraction. Et si vous allez au pied de l'attraction, vous allez pouvoir voir une ligne entre Nautilus et Space Mountain. Il y a un grand rectangle immense au sol. C'est une trappe, en fait. On pourrait soulever cette énorme trappe pour sortir les moteurs et en mettre de neuf si on avait besoin. Donc, ça vous donne la dimension de ce qu'il a fallu réaliser. Pour ce qui est de l'audio, c'était pas juste le fait d'avoir de l'on-board audio. C'est le fait que l'audio était on-board, mais il était synchronisé. Parce qu'avoir juste de l'audio à bord, c'est une chose. D'autres gens auraient pu le réaliser. Le fait qu'il est synchronisé au mouvement du véhicule,
que le bon son arrive au bon moment, avec un véhicule qui est en mouvement. Donc il faut pouvoir, le son se déplace à une certaine vitesse, il faut pouvoir l'envoyer pour que ça tape sur le véhicule au bon moment, et donc cette synchronisation, c'était exceptionnel à l'époque. L'ingénieur de l'époque, je me souviens, un ingénieur audio s'appelait John Grouper. Et John j'ai cette image encore en tête, hein, de John Grouper qui, pour tester le son, a été obligé de faire environ 50 fois d'affilée l'attraction. Donc je le revois très très bien. Au début, il s'amusait une fois, il revient au lot, il était content 2 fois, 3 fois. Au bout de la 15e fois, il commence à être blanc. Et puis après, il est devenu vert. Quand il avait fini de régler, il était content d'avoir fini, il avait un truc parfait, mais il avait plus de couleur, il était transparent, le pauvre, il en pouvait plus. Je garderai cette image à vie. Et tout à l'heure, Luc faisait référence à l'éclairage qui était particulier à l'époque. C'était un éclairage qui correspond à ce qu'on voulait faire sur la Terre et la Lune. Il y avait effectivement beaucoup de blacklight, il y avait de la lumière noire. Et la lumière noire, c'est quelque chose d'assez particulier. La technologie qui était employée à l'époque, c'était des lampes à décharge, sans entrer trop technique, mais c'est très très difficile à graduer. On a beaucoup de mal à contrôler la lumière là-dessus. C'est un peu du tout ou rien. Et on avait mis au point une technologie qui marchait très bien. Aujourd'hui, elle peut paraître désuète parce que forcément tout progresse. Mais à l'époque, on avait mis au point une technologie avec des filtres qui venaient couper une partie du spectre. Et donc, on pouvait faire ce qu'on pouvait pas faire avec beaucoup de choses. Avec la blacklight, on arrivait malgré tout, au lieu d'avoir du tout ou rien, on a été capable de donner des nuances. Donc voilà parmi les premières qu'il y avait à l'époque sur cette attraction. Et encore une fois, ça remonte à 95, l'ouverture, mais la conception avant. Donc c'était très en avance pour l'époque, hein. The team worked closely with two of the most iconic score composers. Luke, when you were working with Michael Giacchino, he was working on other Space Mountain attractions. Could you tell us a bit about that? Oui, on s'est bien amusé parce que Michael, c'est un compositeur fantastique, mais c'est aussi quelqu'un qui a une énergie positive vraiment infectieuse. Et puis, donc, on travaillait sur les 3 Space Mountain en même temps. Celui de Hong Kong, qui a commencé en premier parce que c'était une nouvelle attraction. Celui de Anaheim, parce qu'on est en train de le recréer. On a changé le ride à l'intérieur et puis tout le spectacle. Et bien entendu, Mission 2 à Paris, où on a créé une toute nouvelle histoire. Et puis, Michael composait les 3 en même temps. Et puis, il y a plusieurs histoires qui sont super amusantes. Une, entre autres, c'est sa dédication, son intensité. La première fois qu'il est venu pour essayer l'attraction, il est venu, il atterrit dans l'après-midi, puis le soir même, il est venu directement de l'aéroport avec son iPod pour prendre l'attraction et puis écouter plein de petites sections qu'il avait créées, qu'il avait collectées, pour voir qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux avec un rythme et puis une énergie, tout ça. Et puis, ça s'est continué comme ça tout le long. Il y a eu plusieurs démonstrations. Et puis, quand on a fait l'enregistrement des 3 trames sonores en même temps, dans la même recording session, c'était super intéressant parce que les 3 sont différentes, mais très semblables. Il y a beaucoup de traits d'union entre les trames. Elles sont reliées, sont toutes un peu dans un esprit où on a un son des années 50, un peu avec du theremin, et qui se transforme en une trame beaucoup plus aventurière, qui est de notre temps et qui est très, très classique, avec beaucoup d'énergie. Et puis, c'est super, c'était vraiment beau de le voir travailler. Et puis, quand on parle du nombre de fois, quand Yves, je vais changer là-dessus un petit peu pour une minute, l'idée que nos attractions sont programmées, c'est tellement important parce que la synchronisation, c'est clé. Quand on l'a fait, puis qu'on ajoute de plus en plus d'effets qui sont tous programmés un par-dessus l'autre, ça prend de plus en plus de temps pour le programmer. Sur Space Mountain Paris, Mission 2, j'ai fait l'attraction 300 fois. J'ai compté, puis j'ai fait la ride 300 fois. Une journée, je l'ai fait 42 fois en ligne sans arrêt. Simplement pour programmer les interactions entre les trains. Donc, on lançait un train, on disait, OK, moi, je dois suivre avec un train plus léger, donc je vais être plus près pour voir quand est-ce que les effets vont s'allumer tel endroit pour que je puisse mettre un délai sur ceux qui sont ici ou l'inverse, ou encore un train est derrière moi, mais c'est un train très lourd, donc il va arriver plus vite ou telle chose. On variait tout ça 42 fois en ligne. Puis, ça, je me suis bien amusé, mais c'était assez intense. My next question is for Anne Moreau. Of course, John Williams' music takes center stage on Hyperspace Mountain. Can you tell us about the impact of music on the attraction's experience?
Absolutely. So I think one of the things that's really fun about working with Lucasfilm and Star Wars overall is thinking about how you incorporate that John Williams music into any attraction or scene or story that you're telling. Because as my friends at Lucasfilm like to say, the music is what tells you how to feel, right? John Williams music has so much strength and power to it, and it's so specific in the way that it kind of flows through a scene, that it really does make how you view or how you think about an attraction. And I think with Hyperspace Mountain in Paris, first and foremost, as Eve mentioned, the game changer of having onboard audio, being able to have the soundtrack right there with you and be so specific to moment by moment how you're going through the attraction allows you to really lean into that John Williams feeling and then have those great, sort of drum rolls and curls of music that make you feel like you are in the middle of the action. I mean, all it takes is, just one bum, 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 and you are in Star Wars. And so finding ways to incorporate that, especially in those specific moments in the attraction that allow you to really hit hard on I'm in the middle of a Star Wars dogfight was just incredibly fun. My next question is for all of you. How did you integrate innovation through the various versions? So aside from the catapult and the soundtrack, did you maybe go through art or lighting or visual effects? Well, as Imagineers, we're always looking to raise the bar on every attraction that we've created. And that, in part, was Walt Disney's original design, which was that the theme parks would never be completed as long as there's imagination left in the world. And of course, as time moves on, audiences get more sophisticated, technologies get more sophisticated, and we're always keeping our eye on those, inventing those. And where possible, we're adding those back into our attractions to keep them fresh, to keep them relevant, to keep them as popular as they are. So, of course, this attraction already opened with incredible technological advances, the catapult launch, the onboard audio. But many of the special effects that were created initially were based on technologies from time before that, or just at that time. And of course, since then, what guests have seen in the movies and what we've been able to create with new digital technologies really enabled us to go back into this attraction each time we added a new story, a new show, and look to what magic do we have at our fingertips that will make this attraction more immersive, more fun, more of a wow for our guests. It's just what we do as Imagineers, is to always try and keep making whatever we've created better and better and keep it relevant and fun for our guests. En fait, l'histoire de Space Mountain, j'en ai fait un petit bilan, en fait, pour essayer de faire l'histoire totale, connectant tous les trucs. Quand on pense aux innovations, on part avec Matterhorn, qui a été le premier roller coaster qui est fait avec des tubes de métal, qui mène à Space Mountain pour la Floride, qui est le premier roller coaster avec des tubes de métal, mais qui a aussi un système de freinage pour qu'on puisse mettre jusqu'à 26 véhicules sur le système. C'est deux montagnes russes qui sont imbriquées l'une dans l'autre à l'intérieur d'un bâtiment. Ça mène à Space Mountain pour Anaheim, où on combine les deux pistes en une seule piste. On fait un véhicule plus large et puis on ajoute beaucoup plus d'effets spéciaux. Ce qui mène à l'itération suivante qui est Space Mountain DLP, qui lui inclut une catapulte, 3 inversions, en fait un thrill ride et puis ajoute le onboard audio, ce qui mène par la suite à Ghost Galaxy qui mène à Mission 2 où on ajoute tous les effets spéciaux numériques et puis timing, qui amène à Ghost Galaxy qui est une autre aventure qui amène à Hyperspace Mountain qui est un spectacle encore plus complexe. Puis éventuellement, ça mène un pointillé jusqu'à Tron Light Cycles, où on ajoute une nouvelle position, la position moto, où les gens sont assis comme sur une moto, et où la ride va maintenant à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur sur une grande couverture. Donc, c'est en plein dans la foulée l'une de l'autre, d'un côté à l'autre. Similarly, we absolutely drew on some of the technologies that had been applied in other places, Ghost Galaxy, some other iterations of Space Mountain, and relied heavily on finding those little places in what is a very large, dark box to be able to project some media in some key moments, to be able to have those kind of moments of fire or explosion. We also used LED strips in order to create some
extra moments of action in sort of the fire of laser blasts. But generally finding ways to rethink or break the way things were supposed to be used in the past. So a lot of the fun of going back into Space Mountain was finding things that maybe had not been projected on before or didn't have media in the same ways, and kind of finding new inventive ways to use those things to create new, different moments of story as you go through the attraction. Mes collègues imaginaires on dit pratiquement tout, je pense. Donc moi si je peux me permettre de faire une analogie, c'est un petit peu comme une recette qu'on voudrait améliorer. Donc il y a certains éléments de base, si j'ose dire, des ingrédients de base qui ne changent pas vraiment. On en modifie un petit peu les quantités, on fait en sorte que les ingrédients se mélangent bien et surtout que les ingrédients ne viennent pas en conflit. Je pense pas que, enfin c'est pas que je ne pense pas, je sais que notre intérêt c'est pas de faire de la technologie pour la technologie. À chaque fois qu'on introduit une nouvelle technologie, de nouveaux effets, c'est pour servir l'histoire. Je pense que beaucoup d'autres peuvent mettre 3000 projecteurs, des vidéoprojecteurs de plus en plus grands, des lasers, tout ce qu'on veut, mais est-ce que ça sert réellement l'histoire? Quelquefois, pour servir l'histoire, c'est un petit effet de rien du tout, et si vous saviez dans certaines attractions dans le parc à quel point les effets les plus spectaculaires sont réalisés avec une boîte de conserve et un morceau de miroir. Et c'est quand même extraordinaire parce que ça sert l'histoire. Donc à partir du moment où on garde ça à l'esprit et que chaque fois qu'on fait une amélioration, c'est au service de l'histoire et non pas au service de l'exubérance technologique, on est gagnant. On est gagnant à tous les coups quand on suit cette démarche. Je pense que c'est pour ça que Space Mountain a été une réussite. Ce n'est pas juste une amélioration à chaque fois de la technologie disponible, c'est qu'est-ce qu'on a fait à chaque étape pour prendre cette technologie, et dans le parcours qu'a décrit Luc tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait pour prendre cette technologie et pour améliorer l'histoire et passer mieux le message encore davantage vers nos guests. Et je pense que c'est ça le succès en fait. Anna, j'ai une petite histoire qui est très amusante pour un exemple exact de ce que Yves a mentionné. Quand on a fait Mission 2, il y a beaucoup d'effets qui ont été faits avec des ordinateurs, des effets numériques ou des projections de la supernova, mais on voulait transformer des anciens astéroïdes qui avaient été peinturés et puis éclairés avec de la lumière blacklight, qui était au centre, qui était suspendu dans l'espace. Et puis Rick Turner, qui était l'inventeur principal au milieu de la ride, a simplement façonné des petites boules d'argile qu'il a mis sur un petit moteur. Il les a mis dans un coin de son studio. Il a filmé ça avec une petite caméra maison. Et puis finalement, on a transformé ce médium-là pour simplement le projeter sur les astéroïdes. Puis c'est ce que les gens voient maintenant. C'est une petite boule d'argile grosse comme ça qui tourne et puis c'est tout simple. La créativité, c'est ça. La créativité, c'est ça. Je pense que la pure créativité, c'est ce que Luc vient de décrire. C'est pouvoir faire avec des moyens, les moyens que l'on a. Des fois, ce sont de gros moyens, des fois, ce sont de petits moyens. Mais être capable de conter une histoire avec ce que l'on a, c'est ça la vraie créativité. Thank you so much. The story is at the heart of every Disney attraction. Let's chat about how this story has evolved. Walt Disney said that Disneyland would never be complete. Do you consider the same for an attraction like Space Mountain? And what made it ideal for such an evolution? Tom, let's start with you, and then I would love to have Eve's perspective. Well, as you said, Walt had imagined that the parks were going to be a living entity, and that, he was always frustrated with his films that once he turned the film into Technicolor to have the prints made, he couldn't change it. He would have new ideas and would want to do something, but it was too late. And with Disneyland, with the theme park, he understood that he had something that could evolve over time, where he could try new ideas. It would keep growing. The landscape would keep growing. Of course, over time, we've had the ability to go into several of our attractions and update them with new magic or new storylines. And that's one of the wonderful things about technology and art coming together in the parks, is that it is a flexible medium. So as time goes on, we have new stories we want to tell. We have new technologies or magic that we want to implement. We can do things better than we were able to do before, or in a new way, and keep them fresh. We love to keep our parks fresh with surprise and delight for our guests. So this has been a wonderful thing for Imagineering, not just for Space Mountain, but for many of our attractions.
where the Imagineering teams can continue to go in and keep them relevant, keep them fun, keep them more magical for our guests. Et donc, comme Tom termine sur le mot guest, c'est vrai que nos guests ils sont de plus en plus exigeants. Ils en veulent de plus en plus, et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Ça nous pousse à aller de l'avant, ça nous pousse à améliorer, à changer les choses. Tout change dans notre monde, ça va de plus en plus vite. Et si vous regardez, faites simplement l'expérience. Donc l'attraction a été construite en 1995. Faites l'expérience, regardez autour de vous, dans votre environnement proche. Qu'est-ce qui n'existait pas en 1995? Et vous allez voir que vous videz votre environnement, en fait. Et donc, comme on veut pas être dépassé, on veut l'idée, il faut avancer, il faut continuer à changer. Le changement, c'est une bonne chose. On le fait même sur des choses qui peuvent paraître anodines. Régulièrement, quand on ferme un bâtiment ou qu'on ferme une attraction pour une simple réhabilitation, c'est rare qu'on repeigne exactement des mêmes couleurs. On discute de ça avec Tom, et régulièrement, on repeint simplement, changer les couleurs sur une façade, ça lui donne un aspect de fraîcheur. Nos guests comprennent qu'on a fermé ce bâtiment-là, pas pour le repeindre à l'identique, mais pour l'actualiser et pour leur donner une fraîcheur supplémentaire. Donc c'est ce qu'on a fait au fur et à mesure des 3 versions de Space Mountain, et à chaque fois, encore une fois, la technologie s'améliorait. On était en blacklight au départ, on a essayé de la contrôler, puis on est passé en LED, puis on a des projections, et forcément, plus ça va, plus on arrive à satisfaire nos visiteurs qui sont, encore une fois, de plus en plus exigeants. Ils vivent dans le multimédia, ils ont accès à un tas de technologies chez la maison, et ce qui autrefois était réservé à des professionnels comme nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire sur un petit ordinateur à la maison. Je me souviens, la première fois où j'ai vu du morphing à la télé, c'était pour un clip de Michael Jackson, et on était tous ébahis. Aujourd'hui, sur mon iPad, je peux faire du morphing et c'est absolument pas étonnant, hein. Donc la technologie est tellement présente dans toutes les mains que nous, il faut qu'on aille systématiquement un cran au-dessus pour les épater. Moi, je trouve que c'est très intéressant cette idée de la surenchère entre le public, les guests et puis nous, parce que c'est vraiment comme au cœur de ce qu'on fait. On est des entertainers. On est là pour divertir les gens, pour les rendre heureux. Et puis donc, il faut toujours rester au moins un pas ou deux en avant des attentes de notre audience. Donc, on veut vraiment toujours être un peu en avance. Donc, c'est à nous qu'on prend le défi. Mais c'est aussi une expression artistique. Chaque fois que quelqu'un d'autre prend un projet, et puis c'est une chance de s'exprimer dessus. Donc, le projet devient une expression artistique des intentions de cette personne-là ou de l'équipe qui est sur le projet. Tout ça, c'est fantastique parce qu'à chaque génération ou chaque fois où on retouche, ça va devenir quelque chose qui est rafraîchi par cette nouvelle perspective-là. C'est pas simplement de reproduire ce qu'on a vu dans le passé, mais c'est vraiment d'y ajouter une toute nouvelle perspective qui est le résultat des équipes qui se penchent sur le projet. Walt a dit we must exceed guest expectation. Exceed, il a pas dit we must meet, we must exceed. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'aller au-delà de ce que veulent attendre notre public. Can you tell us about the transformations that took place for Mission 2 and then Hyperspace Mountain? And this question is of course for Luc and then for Anne Moreau. En fait, pour Mission 2, en fait, comme j'avais mentionné, l'attraction s'est trouvée être un peu trait d'union entre l'histoire classique de la Terre à la Lune et puis continuant dans l'axe du groupe du Baltimore Gun Club et puis du Columbiad. Comment est-ce qu'on pouvait ajouter à l'histoire puis la rendre beaucoup plus contemporaine à ce moment-là, en explorant des phénomènes
spatiales, en fait spatiaux, qui étaient beaucoup plus connus et qui avaient été découverts depuis. Donc, j'ai mentionné, on passe à côté de comètes, d'astéroïdes, d'autres phénomènes mystérieux. On passe à travers à l'intérieur d'une comète elle-même. Ensuite, on approche une supernova. Et donc, on a même étudié ça un petit peu pour savoir qu'est-ce que ça pouvait donner comme visuel actuel. Mais en même temps, on a ajouté beaucoup d'imaginaire. Comme le retour au bercail, ça se fait avec une hypergate, un genre de trou noir, un genre de trou de verre qu'on appelle, pour revenir en vitesse. Puis ça, c'était pour s'amuser. Puis ça rendait la fin de l'attraction très, très excitante. Et puis ça justifiait en même temps, vu qu'on voulait aller plus loin, qu'on ait reculé le point de lancement dans le canon, tout au bas du canon. C'est quelque chose que on n'a peut-être pas remarqué immédiatement, mais dans l'attraction originale, on montait jusqu'à la moitié du canon pour faire le lancement, et puis on a décidé, en fait, pourquoi on gaspille ça, on est aussi bien décidé de partir d'en bas. Les ingénieurs du Parc Paris ont réussi à trouver une manière de changer ça, en dépit des moteurs qui sont en dessous de tout le sol, pour qu'on puisse avoir un lancement encore plus excitant. Donc, très, très intéressant. So for Hyperspace Mountain, it was really interesting thinking through how to create a new story in the attraction because, for one thing, the attraction sits within Discoveryland, which is so strongly a Jules Verne place, and you absolutely do not want to lose any of that character. And Star Wars has a very different aesthetic. It's a sort of different style of storytelling, and so getting a Star Wars story to be told married up with something that is in Discoveryland was a real challenge. And so for us, what we decided to do was find that moment where we had a front door, that Discoveryland was holding the attraction of the mountain inside, and then once you pass through, the interior of the attraction lends itself incredibly well to telling a Star Wars story. You're already in space, you're already plunging through darkness. It's already got that sort of exhilaration that you know and love from a Star Wars story. And so moving specifically from Discoveryland and then beginning a different Star Wars story once you are inside was one of the main things that we focused on. And then once you're inside, thinking about beat by beat as you go through the motion of the attraction, what that scene is in a Star Wars dogfight. And so making sure that you progress from sort of the beginning of things are heating up to in the heat of the action to ultimately, exploding all of the various different ships that you're running through before you escape back out to the entrance. My next question is for all of you. What impact had Space Mountain on the creation of more recent and even upcoming attractions? Pour moi, en fait, quand je regarde, on a parlé beaucoup du développement de plusieurs attractions dans la foulée ou encore dans l'axe de Space Mountain et puis d'autres roller coasters. Mais pour moi, la leçon principale que j'en tiens, c'est que l'attraction originale de Floride, celle qui a ouvert en 75, a vraiment été l'énergie qui a lancé tous les développements par la suite. La première attraction était tellement visionnaire. Quand on pense à ce qui a été créé pour ça, l'idée de mettre un roller coaster à l'intérieur d'un bâtiment d'une forme tellement originale avec des clear spans, des espaces libres absolument énormes, et puis la quantité, la complexité des systèmes qui ont été inventés à partir de rien, et le fait qu'il y avait d'autres attractions qui passaient au travers, le nombre de tunnels, c'était incroyable. La force de cette attraction-là initiale qui a mis l'énergie derrière toutes les inventions qui sont arrivées par la suite, moi, ça me revient comme étant la leçon principale, que la première fois qu'on fait quelque chose, il faut essayer de ne pas compromettre les valeurs principales, puis vraiment de miser gros. Il faut jamais avoir peur de miser gros, parce que les grands rêves amènent à des grandes réussites. Pour moi, c'est la leçon principale de Space Mountain. I completely agree with Luke. If you think about what makes Space Mountain so amazing in so many ways is it is about bravery, right? That you begin with just the technological feat of the original incredible spans and, the forces that go into creating the attraction, but also the bravery that you as a guest feel to get on it and I'm going to achieve getting through it. And I think that sort of spirit of we're going to try it and try something new and different, whether that's as a guest or as an Imagineer, is really important. And certainly that, coupled with the idea of hurtling through space, is something that we think about a lot in the Star Wars portfolio. But even more specifically, there's an upcoming attraction called Star Wars Galactic Star Cruiser,
where we think about what the experience of being in the vastness of space is. And I think even just the beginning idea of Space Mountain really taps into that core desire of what would it be like to be just in the middle of the stars and going through it. And I think that source of inspiration, coupled with the bravery of, gosh, well, let's just try it, has certainly been a source of inspiration for me in kind of continuing designs and projects. Tom, is it as iconic an attraction from an Imagineering perspective as it is popular with guests? Oh, I think Space Mountain is as iconic for us as Imagineers as it is for guests. And what I love about Space Mountain is that it actually is an attraction that had a start with Walt Disney. There's something I didn't know when I was a guest at the parks when I was a kid, was that this was an idea that Walt Disney actually had, but wasn't able to achieve in his lifetime. And so we started in Florida, and of course, Space Mountain has gone around the world. It has become, I think, so iconic, and in a sense, it's become a brand. And I think that's what's interesting about Space Mountain at Disneyland Paris, which, as many of you know, it was originally going to be Discovery Mountain. But we felt that Space Mountain was so iconic as a brand that late in the project's construction, we decided to change the name of it. And I know fans of Disneyland Paris will know that in the railings outside the attraction, you can actually see the letters DM hidden in the railings, which was from Discovery Mountain. That was something that was not changed prior to opening the attraction. But yes, Space Mountain has always been a beloved attraction. The idea of catapulting through space in the darkness with stars, it's exhilarating and it's fun. And, you know, at its time, it was the only coaster, I think, that had been done in that fashion. And so, yes, it's continued to be a classic attraction with our guests, but we've also allowed ourselves to go back in and reimagine it. So, of course, what you've heard today, the variations on the Space Mountain storyline are what keeps it, I think, fresh and surprising and repeatable for our guests. Et moi, comme je disais tout à l'heure, la genèse de l'attraction était déjà sur les plans du parc en 89-90 quand on travaillait sur la construction du parc. Et c'était ce petit cercle qui nous disait qu'un jour on allait avoir une attraction là-bas. Franchement, moi, je faisais partie de ceux qui me disaient quand est-ce qu'on la verrait, quand est-ce qu'on la verrait. Et est arrivé peu de temps après l'ouverture, en fait, le sentiment qu'on avait construit un parc dans lequel les attractions qui étaient très très populaires étaient des attractions à sensation forte. On a rapidement après l'ouverture rajouté Indiana Jones et le Temple du Péril parce que c'était un besoin, mais c'était pas suffisant. La volonté de guests de monter sur des attractions à sensation forte était là, était présente. Donc on va dire que commercialement, on avait besoin de Space Mountain. Je parlais tout à l'heure du flux dans le land qui était mauvais parce qu'encore une fois, on passait entre un merlon et un bâtiment pour rejoindre le reste du land. Donc, Space Mountain venait répondre à tous ces besoins. En fait, c'est ce que ça fait. Et je dirais que ce que ça a réussi à faire encore plus, moi je me souviens très très bien de l'énergie que l'ouverture de Space Mountain a générée pour l'ensemble de notre resort. Il y a eu une énergie non seulement commerciale, une attendance qui est montée évidemment, mais il y avait une fierté parmi les cast members, c'était absolument fabuleux. Chacun des employés de cette boîte ressentait qu'on avait, je suis désolé pour les autres parcs, qu'on avait le Space Mountain le plus spectaculaire. Forcément, c'était le dernier. Hein. On avait quelque chose d'unique. Non seulement le ride était exceptionnel, mais quand on regarde ce bâtiment quand même, avec une architecture absolument fabuleuse. Moi, j'ai coutume de dire que la moitié du show est à l'extérieur. L'attraction est superbe à l'intérieur, mais on pourrait très bien être devant le bâtiment, simplement l'observer, et c'est déjà un show grandiose. Et on a traité, alors pour parler de l'éclairage, on l'a traité d'une façon architecturale assez particulière, parce qu'on n'a pas un éclairage statique comme on utiliserait dans l'architecture, on a un éclairage dynamique. Et donc, c'est un spectacle à lui tout seul. Donc, je pense que Space Mountain a accompli cette espèce de miracle à l'époque. Ce miracle continue encore aujourd'hui grâce au travail d'Anne, de Luc et d'autres, qui ont fait que cette base forte au départ a continué à vivre. Et encore aujourd'hui, c'est une attraction qui est très loin d'être dépassée. On le voit avec nos guests dans le parc. C'est une attraction pour laquelle, le matin, quand on fait le rope drop, les gens courent de Main Street USA pour aller vers Space Mountain. Hein. C'est pas quelque chose que j'invente. On peut le témoigner tous les jours dans le parc.
And this is my last question. For what does it stand as a case study for Imagineers of this generation and next? And has it set a precedent, or maybe did it become a reference? And if so, in what regard? Well, I think Space Mountain at Disneyland Paris is a sort of case study in that it is the classic Space Mountain in terms of the DNA of what Space Mountain is, being, blasting off into space and the darkness and having an immersive thrill adventure. But it also is a case study in that the Imagineers who created this attraction, Tim Delaney and his team, didn't just replicate the attraction that had come before. In other words, they reimagined what Space Mountain could become for a new generation. The catapult launch, the inversions, the onboard synchronized soundtrack and score were all things that were not part of the original Space Mountain concept. And yet as Imagineers, we're not locked in time. We have to continually build and improve on and reimagine our products as we move forward for our guests so that they will always be relevant and magical and fun and surprising for our guests. Le case study de Space Mountain, c'est vraiment que d'avoir eu la vision initiale du Space Mountain, qui était vraiment un défi monstre pour la compagnie, pour cette équipe-là. Ça a donné licence, mais ça a aussi comme alimenté tous les autres rêves qui sont arrivés autour de ces aventures-là par la suite. Et puis, comme Anne Morrow Johnson l'a dit auparavant, c'était vraiment le désir d'aller dans l'espace exprimé d'une manière tellement facile, tellement simple, tellement instinctive, de se mettre sur une montagne russe dans le noir avec des étoiles tout autour. C'était absolument le match parfait entre la technologie et puis l'aspiration et puis les grands rêves de nos guests. There's no question but what Space Mountain is a touch point for anyone who visits the parks, and also if you think about design, right? If you hear, oh, I'm going to Disneyland Paris or I'm going to Walt Disney World, oh, are you going to ride Space Mountain? Feels like it's typically one of the first questions that you get. And that's, decades after the initial attraction was built, which is really amazing. And I think that that's because Space Mountain does two things. We've talked about that sense of achievement and bravery that, oh, I was able to go on it and I was able to do it. But also the sense of imagination that it sparks of I'm among the stars, I'm in space, and the fact that you can have that moment with your family and that kind of memory that sticks with you, that it's exhilarating, it's exciting, and it kind of makes you think a little bit. And it's all in this one dark, crazy experience where you're, flipping around through the stars. Definitely makes you think about regardless of whether it's the technology or the specific story of Space Mountain, you can get that feeling in attractions to come. That's really something to go after, right? If you can make something that is that much of a memory that families or groups can have together, that's such a touchstone that you think back on, how was your vacation? Oh, well, we did this together. I think is kind of inspirational, and Space Mountain is a really unique attraction in that way, that it has that kind of lasting legacy that is just a touch point for so many people. Oui, ce qui est... Donc tout à l'heure, on disait qu'on est des conteurs d'histoire, qu'on fait du storytelling. Et on sait très bien que bon, déjà, nous, c'est pas un mot à la mode, hein, on fait du storytelling depuis 60 ans, donc c'est pas un truc qu'on a abordé récemment, on le fait depuis très longtemps. Mais les contes, on le sait, hein, les pédopsychiatres se sont penchés là-dessus, les contes font grandir les enfants et font que les enfants deviennent des adolescents et des adolescents deviennent des adultes. Ça nous aide à grandir. Space Mountain, de par sa restriction de taille, par exemple, on ne peut pas accéder à Space Mountain si on ne fait pas plus d'une certaine hauteur, aide en quelque sorte les enfants à grandir aussi. Donc, souvent, moi je vais dans le parc et franchement, rarement je coupe les files d'attente. J'aime bien aller dans les files d'attente parce que j'entends un tas de choses que j'entendrais pas autrement. Donc l'autre fois, j'ai assisté à ça. J'ai assisté à un enfant qui était avec son grand-père, qui revenait alors que l'année dernière, il n'a pas pu le faire. Cette année, il revenait, il touchait tout juste la toile. Mais le cast member, il a dit, bon, c'est bon, vas-y. Il est passé avec son grand-père. Fallait voir le visage de ce gamin et la fierté du grand-père que son petit-fils l'accompagnait. Donc, je les ai laissés partir et j'ai attendu à la sortie. Je voulais les voir sortir de l'attraction. Et le grand-père
et le fils et le petit-fils, pardon, étaient là, et le petit-fils a eu une phrase admirable. Je pense que c'est la plus belle publicité pour Space Mountain qu'on peut faire. Le gamin a regardé son grand-père, il a fait « Waouh, papy, c'est la première fois que j'étais dans l'espace !» C'est pas beau, ça? Le gamin, il y croyait dur comme fer, il avait été dans l'espace pour lui. Et donc, voilà, quand on peut les faire rêver comme ça, le temps d'un ride, et les ramener sur Terre, sains et saufs, pour moi, je trouve que Space Mountain, mission accomplie. We're now arriving at the end of this conversation. We learned so much and it was so interesting. A huge thank you to each of our Imagineers who are here with us today and shared their memories and their experience, but also a huge thank you to all the Imagineers that work to make us dream every day in our Disney parks. I have absolutely no doubt that Space Mountain will remain an icon at Disney parks, and especially here at Disneyland Paris. So I have one last thing to say. Happy anniversary, Space Mountain. Bon anniversaire, Space Mountain. Happy anniversary. Bonjour à tous.